Allons plus loin donc dans l'entretien de la semaine. Avec nous ce soir, Gérald Bronner, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies, auteur de plusieurs ouvrages, dont ces deux-là, Cabinet de curiosité sociale et d'échéance de rationalité. Vous l'avez entendu, on entend beaucoup de critiques sur cette loi Avia, loi néo-soviétique, a dit l'essayiste Mathieu Bock-Côté. L'un des pires reculs concernant la liberté d'expression depuis 200 ans. C'est ce qu'a déclaré hier Marine Le Pen. C'est à ce point-là, Gérald Bronner? Je pense que c'est assez excessif. Cependant, je vais quand même essayer de jouer l'avocat du diable avec vous, mais rappeler dans un premier temps que cette loi n'est pas sans bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai objet, il ne faudrait quand même pas l'oublier, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre quand on débat dans l'espace public. Par exemple, Facebook a fait savoir très récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il y avait des retraits, un nombre de signalements de messages de haine, en effet de racisme, de menaces, qui est double pendant le premier trimestre de notre année par rapport à celui de l'année dernière. On a doublé, donc on est sur plus de 9 millions de messages retirés. Donc il y a un vrai problème sur les réseaux sociaux. On le sait d'ailleurs, les chercheurs qui, comme moi, travaillent sur ces questions en connaissent un peu les raisons. L'anonymat d'abord, les effets de polarisation, etc. etc. Il y a toute une raison, tout un faisceau de raisons qui conduisent à cette situation. Et il est vrai qu'en réalité, c'est la conséquence d'une forme de dérégulation du marché de l'information, n'est-ce pas? Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et à un moment donné, faire de la politique, c'est quand même essayer de trouver des régulations pour que le marché n'ait pas trop d'externalités négatives, pour parler comme des économistes. Mais alors pourquoi cette haine, c'est une externalité négative. Et pourquoi cette loi pose-t-elle problème? Un retrait de contenu haineux, antisémite, raciste, homophobe sous 24 heures, a priori, c'est la bonne direction. Oui, dans les intentions, mais comme souvent, le monde politique pense les conséquences primaires de ce qu'il fait, mais pas les conséquences secondaires. C'est ce que je constate. Ceci dit, c'est très complexe en l'occurrence. Encore une fois, je vous ai dit que j'allais essayer de faire l'avocat du diable, mais je conçois que la situation est très complexe. Alors évidemment, l'intention première, et que tout le monde doit applaudir, c'est le fait de ne pas laisser des individus se faire harceler, se faire insulter en raison de leur spécificité ethnique, ou de physique, ou de genre, etc. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord, sauf vraiment les plus extrémistes. Le problème, c'est comment ça va fonctionner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et d'ailleurs moi-même qui le dis, je ne peux pas l'imaginer, le volume d'informations dont il s'agit. Songez que dans les deux dernières années, nous avons produit sur Terre plus d'informations que depuis le néolithique, moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est vous dire que nous sommes totalement noyés sous une masse d'informations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire comment on va faire. En l'occurrence, nous ne pouvons pas automatiser cette modération. Alors en réalité, parce que pour l'instant, en tout cas les grandes plateformes échouent, je peux vous dire, avec mon équipe de recherche, on a essayé de regarder et on s'aperçoit qu'il y a un taux de faux positifs qui est très très important. Et le taux de faux positifs, ça veut dire que vous pourriez vous-même être censuré alors que vous n'avez rien fait. Alors ça, c'est totalement liberticide. Donc en fait, ça va fonctionner sur la dénonciation, ce qui est déjà pas un terme très sympathique. Mais pourquoi pas, à la limite, ça peut, après tout, il y a déjà la plateforme Pharos, on peut même dénoncer à Facebook déjà un certain nombre de choses. Mais ce qui va se produire probablement, et ce que je crois craignent beaucoup de commentateurs, c'est qu'on va avoir des groupes organisés et qui vont, comme ils le font déjà, qui vont imposer une forme de tyrannie des minorités, et par exemple ce que font les anti-vaccins, etc., qui vont focaliser sur par exemple des rationalistes comme moi, qui ne vont pas pouvoir se défendre, parce que Facebook n'aura pas le temps de regarder point par point, et il va considérer que quand il y a une nuée d'individus qui dénoncent, eh bien voilà, on va retirer le contenu. Ce qui veut dire qu'on va donner une prime à un certain nombre de groupes qui sont bien organisés. Ça ne veut pas dire que ces groupes sont toujours malveillants, mais ils peuvent l'être, et je ne suis pas certain qu'on va aboutir de cette façon, n'est-ce pas, à une bonne appréciation de la vérité. Alors je suis retombée sur une interview que vous aviez accordée l'année dernière, où vous proposiez des solutions, et vous disiez ceci: avant même d'être obligé de retirer une information, on pourrait commencer à réfléchir à l'ordre d'apparition de l'information. Faut-il vraiment, par exemple, que la pire information sur les vaccins, vous repreniez l'exemple des vaccins, apparaissent en premier dans le moteur de recherche? Mais c'est quoi la pire information? De toute façon, il y a subjectivité, même si vous ne faites que hiérarchiser l'information. C'est précisément ce que fait la science. Et la science ne dit pas la vérité, mais elle hiérarchise, n'est-ce pas, les modèles intellectuels qui permettent de comprendre le réel. Par exemple, un exemple très simple, la Terre n'est pas ronde à proprement parler, parce qu'elle n'est pas absolument sphérique, parce qu'il y a des montagnes, des vallées, etc. Donc si on cherche un modèle mathématique qui la décrit exhaustivement, on va mettre un temps infini à atteindre cette vérité. Cependant, le fait de dire que la Terre
est ronde est plus vrai que de dire qu'elle est plate, n'est-ce pas? Donc il y a bien une hiérarchie. Et c'est ce qu'essaye de faire la science sur la question des vaccins. Il y a une hiérarchie. Quand on dit que tel vaccin, par exemple, favorise la sclérose en plaques, c'est faux. C'est démontré par l'épidémiologie contemporaine, avec un certain nombre de résultats qui sont solides, n'est-ce pas, comme du marbre. Et donc, que les réseaux sociaux, que les moteurs de recherche donnent une prime à la visibilité sociale plutôt qu'à la vérité pose un problème. Ceci dit, il faut aussi rappeler qu'ils ont fait des efforts. Vous voyez, j'essaye d'être juste dans ma critique. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, pendant la crise que nous traversons, par exemple Facebook a essayé de mettre en avant plutôt des informations correctes qui viennent de l'orthodoxie de la science, on va dire, et vous alerte quand vous partagez un contenu qui est conspirationniste, vous dites attention. Évidemment, ils ne veulent pas aller plus loin parce que c'est une entreprise américaine très attentive aux libertés personnelles. Seulement voilà, on peut craindre en effet que ces entreprises sont aussi assez frileuses et qu'en cas de signalement, en quelque sorte, elles interprètent la loi par excès. C'est-à-dire qu'elles anticipent, voire même que les internautes ou les titulaires d'un compte de réseau social anticipent cette loi et en quelque sorte, inhibent, n'est-ce pas, s'auto-censurent. Vous connaissez ça chez les journalistes en général. On accuse souvent les journalistes de subir la censure, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Il est très rare, je pense, quand on est journaliste, de recevoir un coup de fil d'un ministre qui vous dit « je vous interdis de faire ceci, cela », ça ferait scandale. Mais en revanche, le danger, c'est qu'il y ait toute une série d'auto-anticipations qui visent finalement, ou qui aboutit plutôt à réduire les libertés privées, alors qu'officiellement, personne ne l'a demandé. Alors, je le disais, vous êtes un spécialiste des croyances collectives. Des croyances collectives, il y en a eu un certain nombre ces 2 derniers mois, ça n'a échappé à personne. Il y en a eu notamment autour de cet homme qu'on va voir, le professeur Didier Raoult, vu un temps comme le sauveur, le docteur anti-système qui avait trouvé le remède miracle, mais que Paris empêchait d'agir. Comment vous avez perçu ce phénomène Raoult ? Il y a eu plusieurs phases, comme toujours, dans cette affaire. Vous savez qu'il a d'abord fait une vidéo sur YouTube, parce qu'il adore YouTube, vous l'avez entendu, il considère même que YouTube, c'est plus sérieux pour s'informer que les médias conventionnels. Donc déjà, on s'aperçoit qu'il creuse quand même un peu le sillon de ce qu'on peut appeler un certain populisme actuel. Bon, par ailleurs, c'est un grand professeur de médecine. Il a vraiment publié, personne ne lui conteste ça. Donc, évidemment, c'est très incommode. Ouais. Mais en février, il avait déclaré que cette épidémie était déjà finie. Ça s'appelait fin de partie. Donc, il était un petit peu trop optimiste. Ouais. Mais est-ce que ça a nui à sa réputation? Pas du tout, puisqu'en fait, la vidéo est ressortie pendant le confinement très fortement. Et il a déclaré qu'il avait trouvé la solution avec l'hydrochloroquine. Tout le monde connaît cette affaire. Ce qui est très intéressant, alors je ne vais pas juger, pour l'instant les résultats qui commencent à remonter de la science mondiale ne sont pas tout à fait favorables, mais au moment où on nous a posé la question, moi je n'en savais rien. D'ailleurs publiquement on m'a demandé, j'ai suspendu mon jugement. J'espérais que cette molécule fonctionne comme nous tous. Mais personne n'en savait rien. Mais personne n'en savait rien, sauf que M. Raoult a fait semblant de savoir déjà. Ce qui est très intéressant, c'est que vous vous en souvenez quand même, il y a eu un sondage qui a été fait, donc on pose vraiment des questions pour un oui ou pour un non, et en fait 59% des Français considéraient que cette molécule, elle fonctionnait. Comme si nous étions tous infectieux. Voilà, donc en fait, il n'y a que 20% des Français qui, et moi parmi eux, qui suspendaient leur jugement. C'est ce qu'on appelle un effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire une impression de savoir. On a l'impression de savoir quand on a lu 1 ou 2 articles. Et les préférences des Français concernant cette molécule étaient très politiques. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en réalité, cette molécule, elle a été applaudie prioritairement par les gens du Rassemblement national et par la France insoumise. Alors, on sait qu'il y a des républicains, etc. Il y a des cas individuels. Mais si on prend la masse des données, et en particulier avec 2 collègues, nous avons étudié les flux sur Twitter, et on s'aperçoit en fait que d'abord, c'est une affaire très française, parce que les États-Unis sont intéressés 16 fois moins que nous relativement à cette affaire, pour l'instant en tout cas. Et c'est une affaire qui a, une fois de plus, intéressé plus les gens de la France insoumise, les sympathisants, et les gens du Rassemblement national. Mais qu'est-ce qui va expliquer qu'un profil, une idée, une théorie farfelue va attirer des milliers ou des millions de personnes? Qu'est-ce qui fait que ça va marcher? Tout simplement, d'abord, il y a une promesse, on a envie de croire, comme je l'ai dit, parce qu'on est très angoissé, etc. Et puis tout à coup, ce monsieur, qui est quand même quelqu'un, une vraie autorité scientifique, à juste titre, dit que lui, il a la solution et qu'on l'empêche de parler en quelque sorte. C'est là que commence à se nouer le récit. Tiens, il a trouvé la solution, mais pourquoi on ne l'applique pas massivement? Même dans le doute, même si ça ne marche pas, puisqu'apparemment, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Pourquoi ne le fait-on pas? Donc,
Là, ça devient contre-intuitif. En fait, la vérité scientifique devient contre-intuitive. Et vous voyez bien que de cela, il n'y a qu'un pas à sauter pour rentrer dans les théories du complot. C'est qu'en réalité, eh bien, on cherche à le museler. Et puis, comme il a un peu laissé faire et qu'il a joué la carte Marseille contre Paris, le peuple contre l'élite, etc., bien évidemment, vous avez déjà un sillon qui est creusé préalablement à cette affaire. Mais il suffit juste à la fureur sociale de se couler dans ce sillon. Et voilà, et ça va tout seul. Dans le sac. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous dites on a besoin de croire. L'humain a finalement besoin de croire, même dans des sociétés comme les nôtres qui sont quand même plutôt cartésiennes, fondées sur des preuves scientifiques, fondées sur la science. Et en fait, on a besoin de croire. Croire en Dieu ou en autre chose, mais croire. On a besoin de croire, malgré l'élévation générale du niveau d'études, en effet, depuis le 19e siècle, malgré la disponibilité de l'information. Je ne dirais pas qu'on est si cartésien que ça, parce qu'il y a quelque chose de cartésien qui cherche des preuves et de la vérité dans notre cerveau, mais il y a aussi beaucoup d'autres tentations, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des intuitions, des erreurs de raisonnement. Si je prends par exemple un cas de théorie du complot, vous en avez entendu parler, avec les antennes 5G, voilà. Donc venant d'un médecin belge, non? Venant en janvier d'un médecin belge, en effet, donc l'idée que ces antennes auraient quelque chose à voir avec le coronavirus, effectivement, un de leurs arguments, c'était de mettre une carte de France et de voir que les zones où il y avait le plus d'infections à la Covid-19, c'était aussi des zones où il y avait le plus d'antennes 5G, n'est-ce pas? Donc, une corrélation est prise pour une causalité. Évidemment, c'est très facile à expliquer. C'est juste parce qu'on met des antennes 5G dans les grands centres urbains et que la compacité humaine favorise aussi, malheureusement, le développement de l'épidémie. C'est une simple coïncidence. Corrélation n'est pas causalité. Mais vous voyez, la théorie du complot, elle va essayer d'aller dans le sens des intuitions du cerveau, alors que souvent, la science, elle est contre-intuitive. Donc, dans cette vaste concurrence qui s'organise aujourd'hui sur le marché de l'information, la science... La rationalité, elle part avec elle a un désavantage concurrentiel par rapport à la crédulité. Et il y a une tendance à croire, en particulier, les informations plutôt sombres, négatives, plutôt anxiogènes, plutôt polémiques. Il y a quelque chose, alors je n'y connais rien, mais d'un peu freudien, un peu d'instinct de mort. On est plus attiré vers ce qui va nous faire du mal. Alors, il y a une négativité, effectivement. Il y a ce qu'on appelle le principe de négativité dans la cognition. Je ne crois pas que c'est rapport beaucoup avec l'inconscient freudien. Ça a rapport sans doute avec des données évolutionnaires parce que, tout simplement, notre cerveau est câblé pour faire attention au danger, parce qu'un danger, c'est une vraie information qui pourrait nous menacer. Et ceux qui n'étaient pas dotés de cette capacité, ils ont été éliminés il y a des centaines de milliers d'années. Donc, en fait, nous avons été sélectionnés de cette façon. Et en effet, on en trouve un relais, y compris vous, dans les médias. Vous avez appris dans les écoles de journalisme qu'on parle plutôt d'un train qui arrive en retard plutôt que d'un train qui arrive à l'heure. Et je vais vous dire qu'il y a un média russe qui, il y a quelques années, en 2014, avait proposé un jour d'annoncer que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, c'était l'équivalent du Huffington Post en Russie. Et en fait, son flux ils ont perdu 70% de lecteurs ce jour-là. Donc, ils ont essayé une fois, je peux vous dire qu'ils ne réessayeront pas. Donc, l'instinct, c'est quand même d'aller vers l'information négative. C'est intéressant que vous le disiez ici. Cette crise a aussi fait apparaître un phénomène intéressant, c'est l'arrivée sur le devant de la scène politique et médiatique des experts scientifiques. Plus un plateau télé sans médecin, épidémiologiste, infectiologue, pas une conférence de presse, regardez, d'Édouard Philippe sans un professeur sur lequel s'appuyer et peut-être justifier ses décisions politiques. Comment vous avez vu cela? Le politique a eu besoin, pendant cette crise, particulièrement des scientifiques pour légitimer son action. C'était indispensable pour, en tout cas, le faire accepter par le public? Alors que les experts scientifiques aient participé au plateau et qu'ils conseillent le pouvoir politique, surtout en période de pandémie, cela, je l'approuve et je l'applaudis. En revanche, le pouvoir, enfin, je veux dire, la compétence, l'expertise scientifique ne saurait se substituer à la décision politique, n'est-ce pas? Je pense notamment aux élections municipales. En aucun cas, une expertise scientifique va vous dire s'il faut ou pas tenir ces élections. Ce qu'ils peuvent vous dire éventuellement, c'est s'il y a plus de risques sanitaires à le faire, qu'à laisser les gens faire leurs courses, etc. C'est une chose. Il ne faut pas que l'expertise scientifique serve de paratonnerre. Mais vous avez un peu ce sentiment, vous avez le sentiment que peut-être l'expert a pris trop de place, l'expert scientifique a pris trop de place durant cette crise et peut-être s'est substitué au pouvoir politique ou que le politique l'a trop écouté? Je pense qu'évidemment, il y a eu une part d'instrumentalisation de cette expertise scientifique. Je ne sais pas si c'était trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est intéressant du point de vue de l'opinion publique parce qu'on a vu en direct, en quelque sorte, la science en train de se faire, avec ses incertitudes, avec ses tâtonnements, avec ses reculades, parce que les données changeaient, parce que les Chinois ne nous ont peut-être pas bien informés à l'origine, et donc on avait des données partielles pour raisonner. Mais c'est toujours comme ça en science.
En réalité, la plupart du temps, quand on voit les processus scientifiques, ils sont déjà constitués. Donc on a une impression de solidité et de permanence. Et on ne voit jamais le processus de constitution. Donc la crise qui s'est nouée ici, c'est simplement que la science, elle est en train de se faire. On va trouver des solutions scientifiques. Moi, j'en suis à peu près sûr. Je ne sais pas quand, mais on va les trouver. Parce que d'ailleurs, la science s'est mise en ordre mondial pour en trouver. Simplement, oui, elle a tâtonné sur plein de questions. On l'a vu sur les tests, sur les masques. Il y a eu l'OMS a donné quelquefois des instructions un peu contradictoires. C'est pas grave du tout. Mais en revanche, ça rappelle que c'est le politique qui doit trancher face à ces incertitudes. Que la science ait des incertitudes quand elle se constitue, c'est normal. Par contre, la grandeur du politique, c'est justement d'assumer la part de certitude dans la gestion de la cité. Mais est-ce que la parole scientifique, au passage, n'y a pas perdu en termes de crédibilité? Vous le dites vous-même, hein, le débat scientifique, c'est l'essence même de la science. On avance en science qu'au travers de débats, de controverses, sauf que d'habitude, ce n'est pas public. Il se trouve que durant cette crise, tout a été public sur les chaînes info, dans les JT, sur toutes les chaînes nationales et dans la presse. Est-ce qu'au passage, et c'est peut-être dangereux pour une population, de ne plus avoir confiance dans ces scientifiques parce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'attendait pas, c'est-à-dire des divisions profondes quand même entre médecins qui ne sont toujours pas d'accord sur l'impératif du masque ou pas, l'impératif des tests ou pas. En termes pour l'avenir, est-ce que c'est pas dangereux que la parole scientifique soit mise comme ça en doute ? Ça me paraîtrait très dangereux. Et le problème, c'est que c'est déjà le cas sur un certain nombre de sujets qui n'ont pas attendu cette pandémie pour surgir. Je ne vais pas les rappeler pour qu'on ne se fâche pas, mais il y a un certain nombre de sujets qui ont même donné lieu à des lois, des mises en scène, politiques, qui ne correspondent en rien à l'orthodoxie de la science ou à l'état de la connaissance qui peut se tromper par ailleurs. Alors, la bonne nouvelle, ça pourrait être, si on est optimiste, que du coup, les Français, nos concitoyens, ont pris des cours d'épistémologie à vitesse accélérée, et que du coup, ils vont se rendre compte qu'en effet, il faut beaucoup d'humilité pour faire de la science, donc il faut éviter de faire des déclarations péremptoires, comme on en a entendu et dont on vient de parler. C'est pour ça que ça a fâché une partie de la communauté scientifique, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la science. Et puis, si on voit le verre à moitié vide, et je crains que peut-être nous allons aller par là, et bien effectivement, ça donne aussi l'impression qu'on est compétent soi-même, comme je l'ai dit, c'est l'effet Dunning-Kruger. Tout à coup, on voit la science tâtonner, alors on a l'impression que notre point de vue vaut celui d'un épidémiologue ou d'un toxicologue. Et ça, ce serait un vrai problème, parce que dans ce cas de figure, dans l'incertitude, généralement, on l'a vu pour l'histoire de l'hydrochloroquine, eh bien, en cas de doute, je vais plutôt aller dans le sens de mes croyances préalables et de mes désirs. Alors, si j'ai envie que ça soit vrai et que le gouvernement nous trompe, etc., si j'ai envie de rentrer dans un récit de colère, parce que c'est ça qui me marque surtout dans cette période de confinement, j'ai vu d'abord une sorte d'apaisement, de confiance, et puis tout à coup, de nouveau, surgir l'indignation morale, la colère. Et alors, quelquefois, on a des raisons d'être en colère, mais quelquefois, ça peut aboutir aussi à des conséquences un peu inquiétantes. Je citais 2 de vos ouvrages tout à l'heure. Il y en a un autre qui m'a intéressé. Il est plus ancien. L'inquiétant principe de précaution, coécrit avec Étienne Géhin, publié en 2010. Vous voyez, il a 10 ans, et vous y développiez le concept de précautionnisme, l'idée selon laquelle on prendrait des mesures de précaution un peu pour tout et pour n'importe quoi, avec peut-être même une idéologie sous-jacente. Cette crise n'a-t-elle pas montré l'inverse? On vient de vivre une crise où justement on n'a pas assez appliqué le principe de précaution, on n'a pas stocké suffisamment de masques. Est-ce que là vous remettriez en question cette idée du précautionnisme, puisque cette crise montre que nous n'avons pas été assez précautionneux? Non, alors d'abord il y a un certain nombre de pays comme la Chine ou la Corée, etc., qui n'ont pas eu besoin de constitutionnaliser le principe de précaution pour se défendre. Donc il a été totalement inutile, ce principe de précaution constitutionnalisé. Donc de toute façon, il n'a pas montré son efficacité, même en cas de crise. Et puis ce qu'on dénonce, c'est pas le principe de précaution. On a raison, en l'occurrence, de se méfier des conséquences involontaires et potentiellement cataclysmiques de notre technologie, Ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'usage idéologique du principe de précaution, c'est-à-dire le fait d'attirer sans cesse notre attention sur des alertes incessantes. Toutes les semaines, il y a des alertes sanitaires, environnementales. On nous dit par exemple que l'eau est contaminée au tritium, etc., chose qui se révèle, dans un certain nombre de cas, fausse. Et cet esprit de précautionnisme, il crée un embouteillage des craintes, parce qu'il faut beaucoup plus de temps, on vient d'en parler, à la science, pour défaire méthodiquement ces alertes quand elles n'ont pas lieu d'être. Quand elles ont lieu d'être, tant mieux, il faut en prendre compte, qu'à une alerte médiatique de se diffuser.
Et donc cette asymétrie temporelle, elle crée un embouteillage des craintes. Et cet embouteillage des craintes, il crée une population, la nôtre, et puis dans d'autres pays c'est pareil, eh bien, qui devient un peu hypocondriaque, n'est-ce pas, qui a peur de boire du lait, de manger du pain. Il y a beaucoup plus de gens qui se sentent allergiques je sais pas, au gluten que ce que nous dit l'allergologie officielle, des gens qui ont peur des antennes relais, du compteur Linky, etc. Bref, il y a une dispersion du panier de la peur qui nous empêche au contraire de bien faire un ordonnancement des peurs rationnel. Il y a des vrais risques, il y a des vrais dangers. Justement, je trouve que cette pandémie nous le rappelle. Il y a des priorités, parce que tout ça, c'est de l'argent public. La peur se transforme toujours en normes, et quand ces normes sont excessives, non seulement ça coûte de l'argent public, mais ça coûte aussi des vies humaines, parce que c'est cet argent-là qu'on ne va pas mettre dans des mesures justement de prévention, dans des mesures de santé publique. Ce sont des vases communicants, la comptabilité nationale. Et donc, par conséquent, je considère que cette idéologie précautionniste que nous avions identifiée avec Étienne Géhin a fait beaucoup de tort, et on le voit bien d'ailleurs, même dans l'urgence, un certain nombre de choses, je pense aux tests, notamment parce que les laboratoires vétérinaires, vous en souvenez, voulaient prêter main forte. Ils ont eu, alors finalement on leur a accordé, mais on a mis un certain temps à réagir, alors qu'il faut réagir très vite dans ce genre de cas de crise, précisément parce qu'on a eu affaire à un certain nombre de normes, et ces normes, elles ne viennent pas de n'importe où, n'est-ce pas? Elles viennent de ce précautionnisme. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Gérald Bronner, d'être venu nous éclairer ce soir sur tous ces points. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, Cabinet de curiosité sociale et d'échéance de rationalité,